Bonjour à tous, puisque vous êtes apparemment déjà connectés. J'espère que tout le monde m'entend bien déjà et que les intempéries liées à la neige ne vous ont pas bloqué, sinon chez vous ou en télétravail. Mais on est ravis de vous avoir ce matin pour ce webinaire qui est donc des webinaires d'une grande utilité théoriquement, puisque nous allons vous présenter les outils que l'Ordre a mis en place pour faciliter l'exercice de votre vie professionnelle. Juste pour information, avant de parler de notre webinaire de ce matin uniquement, vous dire que nous avons au niveau de l'Ordre une bibliothèque extrêmement fournie, parce que tous les comités spécialisés au niveau de l'Ordre, que ce soit du marketing, que ce soit des missions techniques, que ce soit la déontologie, etc., il y a un certain nombre de comités avec des thématiques particulières où des confrères bénévoles qui ont une expérience et qui veulent s'impliquer donnent de leur temps pour créer des outils à la disposition de l'ensemble des confrères. Ce qu'on appelle la confraternité, c'est le partage de la connaissance. Et donc, pour la matière technique, que vous ayez un problème, quelque chose lié à la loi anti-blanchiment, il y a des informations, à ce que ce soit pour les indicateurs RSE, vous avez la documentation qui est établie par des confrères qui ont une expérience et qui est de très bonne qualité. Et en matière de CSE, là aussi, bien sûr, nous avons un groupe de travail qui œuvre pour mettre à jour la documentation destinée à l'exercice des confrères qui ont non seulement pas l'habitude, mais même ceux qui ont l'habitude, parce qu'on a des outils qui sont des outils de la profession. Et on pourrait un jour être en tort sur telle ou telle mission si on n'avait pas utilisé ce qui a été arrêté communément pour l'exercice professionnel. Ce matin, pour parler de ces outils, de cette documentation mise en place au niveau de l'Ordre, et donc à disposition de l'ensemble des confrères, nous avons avec nous deux confrères qui sont des confrères expérimentés dans la matière, qui travaillent depuis plusieurs années déjà dans le comité CSE au niveau du Conseil de l'Ordre, que ce soit à Paris ou même au niveau national, et donc qui, les deux d'ailleurs, ont contribué à rédiger telle ou telle partie de cette documentation. Donc ils la connaissent bien, et donc ce matin, ils vont vous la présenter. Ces deux confrères sont, par ordre d'entrée en scène, Gérard Lejeune, qui est un confrère francilien qui a une grande expérience, et Xavier Yodupuis, qui est arrivé un peu plus tard sur la scène professionnelle, mais qui depuis déjà pas mal de semaines, hein, même d'années, pour ne pas dire autre chose, parce que notre ami Gérard Lejeune maintenant fait des calculs en période de siècle, donc un demi-siècle, un quart de siècle. Bon. Mais donc les deux connaissent très bien la matière, et donc je vais passer la parole tout de suite à Xavier pour qu'il vous présente le sommaire de ces documentation que l'on va vous présenter. Merci de votre écoute. Je passe la parole à Xavier en vous disant au préalable que vous avez sur votre écran en bas à droite une bulle sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Voilà. Parce que nous consacrerons un peu de temps à la fin de cette réunion, ou pendant, on va voir comment on va s'organiser suivant le nombre de questions, pour essayer de répondre à vos questions. Donc ne vous gênez pas, les questions sont gratuites, hein, vous pouvez les poser, on essaiera d'avoir des réponses adaptées. Donc la bulle en bas à droite, vous cliquez, vous chattez, et je vous remercie. Là j'ai fait un peu long parce que je voyais arriver les confrères les uns après les autres, et maintenant on est arrivé à un nombre très considérable de confrères et consoeurs présentes, et peut-être même de stagiaires experts comptables, et ils sont les bienvenus bien entendu, pour parler de ces missions qui sont des missions à haute valeur ajoutée, selon nous. Xavier, à vous, Connect. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Effectivement, pour préciser sur les questions, posez vos questions et on répondra à la fin. On a gardé un temps important pour répondre à toutes les questions. Donc effectivement, notre matinale va se découper en deux grandes parties. Une première partie qui va concerner la mission de présentation et tout ce qui va tourner autour de la mission de présentation des comptes du CSE.
Donc plus la mission qu'on peut faire en tant qu'expert comptable sur la comptabilité et la gestion du CSE. On verra successivement donc les différents outils qui ont été mis en place. Et puis, deuxième partie de notre matinale qui, elle, va concerner les missions économiques d'assistance au CSE. Et Gérard vous présentera donc dans cette partie, pareil, les différents outils qui ont été mis en place. Donc, vous le voyez sur la première partie, on a 4 outils importants. Un guide qui s'appelle le guide environnement réglementaire des CSE comptable, fiscal et social. On a un dossier annuel pour la mission de présentation, un plan de compte et un modèle de lettre de mission. Le plus important de ces documents, effectivement, c'est le guide, puisque ça va être pour vous qui soit débuté dans ces missions sur les comptes des CSE, soit même avez déjà exercé sur ces missions. C'est une source importante parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'est un secteur d'activité où il y a peu de documentation. Et donc, ce guide va vous permettre d'avoir vraiment beaucoup de références et beaucoup d'aide, puisque c'est un guide qui se veut très pratique. À la fois, vous donne les textes, mais également notre analyse sur ces textes et éventuellement des recommandations, enfin pas éventuellement, des recommandations sur la mise en œuvre de certains points. Donc, ça fait longtemps qu'il existe, ce guide, puisque la première version a été créée en 2006, quand il y a eu les 60e anniversaires des comités d'entreprise. À l'époque, c'était un petit guide de quelques pages. Aujourd'hui, c'est un livre important, un ouvrage important, puisque je ne sais plus combien il fait de pages, mais il fait plus d'une centaine de pages. Et donc, qui s'est incrémenté au fur et à mesure des années et au fur et à mesure des interventions de beaucoup de choses. Et notamment, donc, il va vous donner toutes les étapes historiques depuis 1946 de la création des comités d'entreprise jusqu'à aujourd'hui, qui va vous préciser les règles de fonctionnement du CSE, l'analyse de la réglementation comptable, sociale et fiscale, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on dit toujours que les CSE sont dans un secteur non fiscalisé, on a quand même une incidence fiscale sur certains points. D'une part sur la TVA pour les comités qui sont assujettis à la restauration. J'en profite pour rappeler que c'est une obligation. À partir du moment où un CSE a un contrat, a signé un contrat de restauration, ça ne concerne pas que les CSE qui ont leur propre personnel pour gérer les restaurants, mais aussi des CSE qui signent un contrat avec un prestataire pour gérer de la restauration. Ils ont l'obligation de déposer des déclarations de TVA avec de la TVA collectée, de la TVA déductible. Donc ça, c'est un point important parce qu'on rencontre encore beaucoup de CSE qui n'ont pas connaissance de cette obligation fiscale et donc du coup qui se mettent en risque vis-à-vis du fisc. Et puis, ça vous donne également un certain nombre d'éléments sur le rapport d'activité, puisque le rapport d'activité, depuis la loi qui a donc réformé la comptabilité à l'époque des comités d'entreprise, même si maintenant on parle de CSE depuis 2017, la loi qui s'est appliquée à partir de 2015 sur les comités d'entreprise, rend obligatoire la production tous les ans d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les conventions. Et enfin, on a rajouté assez récemment aussi toute une partie sur qu'est-ce que c'est que le compte-rendu de fin de mandat, puisque les textes le Code du travail parlent qu'en cas de fin de mandat, donc là on est en dehors de la période de clôture annuelle, puisque la fin de mandat c'est au moment des élections, donc ça peut être n'importe quel moment dans l'année. Les élus sortants rendent compte de leur gestion aux nouveaux élus. Donc, on vous a mis un certain nombre d'éléments et de recommandations sur ce compte-rendu. Vous voyez juste en dessous, vous avez le lien, et à chaque fois, pour tous les ouvrages, on vous le met, le lien sur lequel vous pouvez aller pour avoir ce document. Alors, certains documents sont gratuits, d'autres sont payants. Donc, ça, c'est suivant à la politique de l'ordre. En l'occurrence, là, ce guide-là est payant, mais je crois qu'il est à 20 €, il me semble. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment aujourd'hui un des rares outils
sur la comptabilité des CSE qui va balayer vraiment toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer. Donc, sur l'évolution de ce guide, je vous disais qu'il a été mis en place en première version en 2006. La dernière mise à jour date du mois de septembre 2023, hein, donc très récente. Notamment, on y parle des dispositions relatives à la facture électronique qui s'appliqueront au CSE. Hein, donc, qui s'appliqueront au CSE, pourquoi? D'une part, parce que certains CSE, je l'évoquais juste avant, peuvent être assujettis à l'émission de factures avec TVA dans le cadre de la restauration. Mais en réception, les CSE devront être capables de recevoir des factures électroniques donc, qui seront émises par leurs prestataires. On a des compléments qui ont été faits aussi sur la définition des activités sociales et culturelles pour renforcer la compréhension des obligations et des possibilités offertes au CSE. Les derniers changements liés au règlement ANC 2021-06. Ce règlement ANC 2021-06, c'est la mise à jour des règlements de 2015. Les règlements de 2015 s'appliquaient au CE. Ils ont été mis à jour en 2021 pour remplacer d'une part la terminologie CE par CSE et puis pour faire évoluer la réglementation par rapport au plan comptable du secteur non marchand, le 2018-06, qui a amené un certain nombre d'évolutions. Mais on va en reparler après parce que tout n'est pas applicable au CSE. Il y a des spécificités sur les CSE. On a également, dans cette dernière version, une mise à jour sur la partie consacrée à la fiscalité, notamment les activités lucratives accessoires et la déclaration des biens immobiliers. Toute la partie rapport sur les conventions a été précisée et je vous le disais, le compte-rendu de fin de mandat. J'en profite pour vous faire un petit rappel sur la réglementation. Là, on n'est plus tout à fait dans les outils de l'ordre, mais c'est également, et c'est des choses que vous verrez dans le guide, des points importants à avoir en tant que professionnel qui intervenait sur les CSE, c'est les 3 règlements qui s'appliquent à la comptabilité des CSE. On a 3 règlements. Le premier, le 2021-05, qui est relatif au CSE de taille moyenne et de grande taille. Et donc, ce règlement, notamment, donne la possibilité d'avoir des comptes de résultats simplifiés pour les CSE de taille moyenne. On a ensuite un deuxième règlement, le 2021-06, qui s'applique sur les petits CSE, un CSE de petite taille. Et enfin, le règlement 2021-07, qui va concerner l'établissement de comptes consolidés pour les CSE de grande taille. En 2021, je vous disais, ces règlements ont été mis à jour suite au passage de CSE et au nouveau règlement du secteur non marchand. Et là, j'attire votre attention sur un point très important, puisque dans l'évolution du 2018-06, un des points importants, c'était le traitement de ce qu'on appelle les contributions volontaires en nature, les CVN, puisque auparavant, les CVN étaient mentionnés dans l'annexe et les associations ou les structures du secteur non marchand avaient la possibilité de les comptabiliser. Dans le cadre du règlement 2018-06, c'est inversé, les obligations de les comptabiliser et si les informations ne sont pas suffisantes ou suffisamment précises, dans ce cas-là, il y a la possibilité de les mettre dans l'annexe en précisant pourquoi et sur quoi elles portent. Donc ça, c'est le cadre général du 2018-06. Pour le CSE, on a une particularité puisque quand on parle de CVN, contribution volontaire en nature, on incluait aussi tout ce qui venait de l'employeur. Et dans les CSE, on peut avoir beaucoup de moyens qui sont mis à disposition de l'employeur, que ce soit des moyens humains, du matériel, du personnel mis à disposition, comme des moyens matériels, des locaux, du matériel informatique, et pour certains CSE, beaucoup plus, puisque quand il y a de la restauration, il y a tout ce qui est partie restauration souvent qui est mis à disposition, il peut y avoir des salles de sport, etc. Donc, le traitement de ces contributions qui viennent de l'employeur ne fait pas partie des contributions volontaires en nature, puisqu'on considère que c'est plus volontaire dans le sens où ça résulte souvent d'un accord ou d'une loi.
Et donc, du coup, il y a un traitement particulier qui a été mis en place et qui est exposé dans les règlements ANC 2021, donc sur le traitement de ces mises à disposition de l'employeur par le CSE. Donc, c'est un point sur lequel j'attire votre attention parce que c'est une dérogation au 2018-06. Je vous ai parlé de différentes catégories de CSE. Donc, pour vous donner un petit peu plus de détails, même si vous avez, encore une fois, dans le guide, toute l'explication, pour les plus néophytes d'entre vous, sachez que d'un point de vue de la réglementation comptable, les CSE sont classés en 3 grandes catégories. Ce qu'on appelle les CSE de petite taille, c'est les CSE dont les subventions annuelles ne dépassent pas 153 000 €. Et là, attention, on parle bien de subventions annuelles, c'est-à-dire le cumul entre la subvention des activités sociales et culturelles et la subvention des attributions économiques et professionnelles, ce qu'on appelait auparavant la subvention de fonctionnement. Donc un CSE qui a moins de 153 000 € de subvention est considéré comme étant un CSE de petite taille. De ce fait, la taille moyenne commence à 153 000 € et va jusqu'aux 3 seuils que vous connaissez parce qu'ils sont utilisés dans d'autres entités. 50 salariés, le bilan à 1 550 000 € et les ressources annuelles à 3,1 millions d'euros. Et là, attention, on parle bien de ressources annuelles, contrairement au premier seuil qui parlait de subventions. Et quand on parle de ressources annuelles, ça inclut à la fois les subventions, mais également toutes les participations des salariés. Donc le seuil de 3 100 000 comprend quasiment tous les produits. Il n'y a que quelques produits qui sont exclus, comme les produits issus de ventes d'immobilisation. Et donc, si un CSE dépasse les 153 000, mais ne dépasse pas 2 de ces 3 seuils, il est dans les CE de taille moyenne. Et s'il dépasse 2 des 3 seuils, il se retrouve dans les CE de grande taille, donc supérieurs au seuil ou égaux au seuil mentionné ci-dessus. Dans la slide suivante, effectivement, on vous expose du coup quelles sont ces obligations, soit en termes d'expert comptable, soit en termes de désignation d'un commissaire aux comptes. Les CSE de petite taille, ils n'ont pas d'obligation. Aucune obligation, ni d'avoir un expert comptable, ni d'avoir un commissaire aux comptes. Les CSE de taille moyenne, ils ont l'obligation d'avoir un expert comptable pour la mission de présentation des comptes annuels. La seule mission obligatoire, c'est la mission de présentation, même si, effectivement, dans le cadre de nos interventions, souvent, on va au-delà de cette simple mission de présentation, puisqu'on fait souvent de l'assistance à la saisie, de l'établissement de certaines déclarations fiscales qui peuvent être obligatoires, de l'assistance sur le contrôle interne ou autre, etc. Et puis, pour les CE de grande taille, ce qui est obligatoire, c'est le commissaire aux comptes. Dans les CSE de grande taille, l'expert comptable n'est pas obligatoire. Même si, dans la pratique, la plupart des CSE de grande taille qui ont un commissaire aux comptes se dotent également, désignent également un expert comptable. Mais ça n'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'un CSE de grande taille qui aurait en interne la ressource et la connaissance suffisante pour établir les comptes n'aurait pas l'obligation comptable. Du coup, on reprend les 3 typologies de CSE. Et alors, on vous a mis des petits ronds pour symboliser la taille des CSE. Mais en fait, si vous regardez juste en dessous, en termes de volume, c'est inversé. C'est-à-dire que les petits CE, qui effectivement sont les plus petites structures, sur environ 40 000 CSE, on estime que c'est 35 000. Donc, une très grande majorité des CSE sont concernés par ces obligations allégées. Les CSE de taille moyenne, c'est environ 4 500 CSE, et c'est le cœur, on va dire, de notre cible, puisque c'est ces CSE-là qui ont l'obligation d'avoir un expert comptable. Et enfin, les plus gros CSE, c'est moins de 500 CSE. On estime a priori, d'après les chiffres de la compagnie, qu'on est même plutôt CSE, qui serait CSE de grande taille et qui serait doté d'un commissaire aux comptes. Donc, on vous rappelle dans ce slide, moins de 153 000 de subventions annuelles, possibilité d'opter pour une comptabilité ultra simplifiée
Et il n'y a pas d'obligation d'avoir les comptes annuels dans un petit CSE, juste un rapport d'activité. Sur les CSE de taille moyenne, plus de 153 000 euros, 50 salariés, 3 millions de ressources et 1,55 million de total de bilan. Et il y a la possibilité d'avoir une comptabilité simplifiée et les plus gros CSE, une comptabilité de droit commun. Bien évidemment, là, je vous ai rappelé les quelques chiffres qui permettent cette catégorisation des CSE. Vous avez beaucoup plus d'explications et d'exemples et d'informations dans le guide. Donc ça, c'est le premier document qui est important à avoir si vous voulez aller sur les missions de présentation des comptes des CSE. Deuxième document qui est aussi une source d'information et de travail, c'est le dossier annuel sur la mission de présentation. On sait que la mission de présentation nécessite d'avoir un dossier de travail qui doit être adapté aux particularités de l'entité. Donc, au sein du groupe de travail, on a fait un dossier qui a été mis à jour. Donc, la dernière mise à jour, vous voyez, date de décembre 2022. Là également, mise à jour qui a intégré les particularités liées au plan comptable du secteur non marchand 2018-06. Pareil, hein, je vous donne le lien. Et comme tous les autres dossiers de travail qui sont proposés par l'ordre, par contre, il est payant, effectivement. Mais c'est un bon outil d'en avoir au moins un exemplaire pour avoir les particularités. Alors, je ne vais pas vous présenter tout le dossier de travail ici, mais on a sélectionné, vous allez le voir, quelques points importants et quelques feuilles importantes du dossier de travail. Sur la dernière version, donc, il y a les ajustements qui ont été effectués sur la partie relative aux contributions volontaires en nature. Et puis, l'annexe également a été modifié pour intégrer les spécificités qui sont prévues par les derniers règlements de l'ANC. Dans les feuilles de travail très spécifiques, puisque évidemment ce dossier de travail il a été fait sur la base du dossier de travail de mission de présentation classique, avec une adaptation pour les CSE. Donc, dans les feuilles de travail particulières, on va retrouver la feuille de travail sur les subventions. Feuille de travail sur les subventions qui ne se présente pas comme dans les associations, puisque le financeur, là, est un financeur particulier, c'est l'employeur, avec notamment un certain nombre de points à vérifier. Alors, je vous en ai mis là 2 importants, et qui, à mon sens, sont les plus importants dans nos travaux. C'est de s'assurer de l'origine des taux de subvention qui sont appliqués et de s'assurer de leur bonne application. Puisque l'origine des taux, alors le Code du travail prévoit un taux pour la partie subvention de fonctionnement, les attributions économiques et professionnelles, un taux qui est variable puisque c'est 0,2 pour les entreprises, et je dis bien entreprises de moins de 2000 salariés, et 0,22 pour les entreprises de plus de 2000 salariés. Je précise et j'appuie sur le terme entreprise, puisque une entreprise qui aurait plusieurs comités d'établissement, même si les établissements ont moins de 2000 salariés, si l'entreprise fait plus de 2000, le taux de 0,22 s'applique pour l'ensemble du périmètre. Donc, le Code du travail prévoit des taux pour la partie AEP. Mais d'une part, rien n'interdit d'aller au-delà, puisque c'est des taux minimums. Donc, on peut avoir des taux supérieurs, même si dans la pratique, on le rencontre assez peu, ça existe. Mais surtout, le Code du travail ne prévoit pas de taux pour la dotation aux activités sociales et culturelles. Ce taux, il est défini soit par accord, soit par usage, soit par... Voilà. Donc, toute l'importance de savoir d'où vient ce taux et s'il est bien appliqué. Et puis, ce taux, il s'applique sur quoi? Il s'applique sur la masse salariale de l'entreprise. Donc, importance également dans nos travaux de nous assurer d'avoir confirmation de la masse salariale. Il a été précisé dans les questions qui ont été posées suite à la mise en place de la réglementation que ne relève pas de notre mission la vérification de la masse salariale. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant qu'expert comptable, ou même en tant que commissaire aux comptes qui interviennent sur les CSE, on n'a pas le pouvoir d'aller investiguer dans les comptes de l'entreprise pour nous assurer que la masse salariale utilisée
est bien calculée, puisque effectivement, cette masse salariale, elle est maintenant définie par le Code du travail. Hein, c'est la masse salariale soumise à cotisation, donc on pourrait dire quasiment la masse salariale issue des DSN, mais avec quelques corrections, notamment sur les indemnités de départ des CDI qui sont retraités. Donc, on ne peut pas aller vérifier dans les comptes de l'entreprise. Par contre, on doit s'assurer que l'employeur a bien communiqué cette masse salariale, ce qui fait partie de ses obligations, pour voir si le taux est bien appliqué. Deuxième feuille particulière, c'est les fonds propres. Pourquoi? Parce que les fonds propres doivent être séparés entre les activités sociales et culturelles et les attributions économiques et professionnelles. Comme les comptes de résultats, on a deux comptes de résultats. Les résultats sont affectés dans les réserves spécifiques qui doivent rester séparées. Donc, dans les travaux importants de la mission, c'est de s'assurer de cette séparation des fonds propres. Et puis, des décisions qui concernent l'affectation, avec une possibilité de transférer 10% d'un excédent d'un budget vers un autre budget. Alors, attention à ces règles de transfert, hein, c'est pareil, elles sont bien précisées dans le guide, sur leur traitement, comment est-ce qu'on les comptabilise et comment est-ce qu'on les calcule. Et c'est bien 10% sur l'excédent et pas 10% sur le budget. Troisième feuille importante, c'est la feuille sur les contributions volontaires, où là, effectivement, dans cette feuille, on va vous rappeler toutes les règles plus spécifiques applicables au CSE et on va détailler comment sont traités et valorisés éventuellement les CVN. Donc voilà 3 des points importants du dossier annuel dans la mission de présentation. Troisième document, c'est le plan comptable. Le plan comptable, c'est pareil, il est apparu 6 lors des premiers travaux qui ont été faits lors du 60e anniversaire des comités d'entreprise. La dernière version date de septembre 2022, donc également assez récent. Celui-là, il est téléchargeable gratuitement sur le site de l'Ordre. Et donc, ce plan comptable, il est issu du plan comptable général avec l'application des spécificités du plan comptable du secteur non marchand, 2018-06 et règlements postérieurs donc, qui sont revenus modifiés. Et puis, avec une adaptation pour les CSE sur un certain nombre de comptes qui vont vous permettre de suivre, par exemple, ce que je viens d'évoquer sur les réserves, hein, les réserves séparées entre les activités sociales et les attributions économiques. Pareil pour les subventions reçues, hein, les dotations. Et puis un certain nombre de points de comptes spécifiques au CSE. Ces comptes sont identifiés en couleur. Excusez-moi, j'étais un peu vite. Dans le plan comptable, ces comptes sont identifiés en couleur. Hein. Il y a une codification en couleur qui vous permet de très vite identifier quels sont les comptes spécifiques et pouvoir les mettre en place dans soit votre comptabilité, si c'est vous qui tenez la comptabilité du client, soit directement dans la comptabilité du client. Donc ça, c'était le troisième document. Alors, voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le plan de compte, c'est tout ce que c'est un plan de compte. Hein, l'intérêt là, c'est justement d'identifier ces spécificités des CSE. Et enfin, le quatrième outil qui a été mis en place, c'est la lettre de mission de présentation. Alors, on vous a remis le schéma du cadre de référence. On est dans les missions d'assurance sur les comptes historiques et dans la mission de présentation. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'un expert comptable qui intervient pour un CSE de taille moyenne a l'obligation de faire une mission de présentation. C'est ce qui est prévu par le Code du travail. Vous ne pouvez pas faire d'autres missions sur les comptes annuels que la mission de présentation. Donc ça, c'est important de le savoir, hein, puisque c'est ce que prévoit le Code du travail. Par contre, si vous intervenez sur des CSE de petite taille, qui n'ont pas l'obligation d'avoir des comptes annuels, du coup, ce n'est pas une mission... Alors, vous avez la possibilité de mettre une mission de présentation sur les CSE de petite taille, également de le proposer, et dans ce cas-là, il faudra faire des comptes annuels. Mais sinon, il peut y avoir des missions qui sont autres que les missions de présentation sur les CSE de petite taille.
Là, dans la lettre de mission qui vous est présentée, ça ne traite que de la mission de présentation. Cette mission de présentation, donc, cette lettre de mission, donc, elle est téléchargeable sur le site avec donc, les adaptations au CSE. Attention, un point important dans le cadre des missions pour les CSE, il a été mentionné, enfin, il a été acté par la jurisprudence que les CSE sont considérés comme des non-professionnels. Donc, il faut bien prendre, quand vous allez joindre les conditions générales, la lettre, les conditions générales pour les non-professionnels. Il y a 3 types de conditions générales dans le site de l'ordre. Et attention également, ça a un impact sur le renouvellement de vos missions, puisque le renouvellement et la tacite reconduction pour un non-professionnel ne peut s'appliquer que si le professionnel, donc en l'occurrence l'expert comptable, a envoyé un courrier à son client au moins 3 mois avant la date de renouvellement pour lui préciser qu'il a la possibilité de résilier le contrat, etc. Si ce courrier n'est pas fait, quelles sont les conséquences? Bon, si la mission, si vous n'avez pas de souci à votre client et que la mission perdure, il n'y a aucune conséquence. Hein, la mission, elle va être renouvelée et elle va continuer. Par contre, sachez que si vous n'avez pas fait ce courrier et qu'à un moment donné, un client veut mettre fin à la mission, il n'a pas l'obligation d'attendre le renouvellement. Il peut y mettre fin quand il veut, même en cours d'année, si ce courrier n'a pas été fait. Alors, là, je vais vous parler plus côté pratique. Hein, moi, qui ne fais que des missions sur les comptes des CSE, je vous avoue qu'on ne fait pas ce courrier et qu'en général, bon, voilà, on finit, quand il y a un CSE, ça peut arriver qu'il souhaite changer d'expert comptable, et ben, on finit la mission annuelle en général et ça se passe dans de bonnes conditions. Bon. Mais sachez que si un jour vous avez un litige ou un différend avec un CSE, le CSE peut rompre à tout moment la mission si le courrier de renouvellement n'a pas été fait en temps et en heure. C'est la particularité des conditions générales applicables aux non-professionnels. Donc voilà pour ces outils. Ces outils, ils sont importants parce que bon, déjà, c'est des guides hein, vraiment pour vous aider dans vos missions. Je vous le disais, le plus important, c'est la lettre de mission parce que c'est ce qui va gérer votre relation avec le client, avec le CSE. Mais le plus développé et celui sur lequel vous pourrez le plus vous appuyer. Et encore une fois, on a essayé de partager notre expérience des CSE. C'est le guide qui vous donne beaucoup d'exemples et qui vous explique le traitement d'un certain nombre de difficultés, que ce soit des difficultés comptables ou autres, qu'on peut rencontrer dans les CSE. Donc voilà pour cette première partie. Et maintenant, je vais passer la parole à Gérard pour la seconde partie sur les missions économiques. Juste une petite question, Xavier, avant de passer la parole à Gérard. Et bravo pour le respect du timing que vous avez fixé. Il y a une petite question qui concerne cette première partie, qui est posée par Laurent Gernaise. C'est qu'en est-il de la fiscalité sur la refacturation des personnels détachés au CSE par l'entreprise? Est-ce que c'est toujours non soumis à la TVA? Est-ce que tu as une réponse à apporter? Alors oui, c'est toujours non soumis. Hein. Il y avait eu une réponse claire. On est dans la même application on est dans la refacturation à prix coûtant dans le secteur non marchand du personnel. Et à partir du moment où la refacturation est à prix coûtant, c'est-à-dire que l'entreprise ne fait pas de marge, cette refacturation, elle est hors du champ d'application de la TVA. Mais cette règle, elle s'applique à la fois pour les associations, mais elle s'applique également pour les organisations syndicales, pour les CSE. Voilà. Hein, il y avait eu des réponses très claires il y a quelques années, puisqu'il y avait un texte avant qui exonérait spécifiquement. Ce texte avait été supprimé alors je ne sais plus c'était quel document, je pense que c'était du Code général des impôts.
Et donc, les organisations syndicales, puisqu'elles étaient aussi concernées, avaient demandé des explications. Et la réponse de Bercy à l'époque avait été de dire oui, mais le texte, il a été supprimé parce qu'il n'avait pas de raison d'être, puisqu'on ne peut pas exonérer une facturation, enfin une activité qui est hors du champ de l'application. On n'est pas sur les activités exonérées, on est sur des refacturations qui sont hors du champ de l'application. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, nous passons à la deuxième partie et la parole est à notre ami Gérard Lejeune. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Meilleurs vœux pour 2024. Alors, dans cette deuxième partie, bon, après l'exposé riche et complet de Xavier sur les missions relatives à la gestion comptable et financière des CSE, nous allons traiter effectivement des missions économiques. Alors, avant de rentrer dans le détail du guide de ces missions économiques, oui, Jean-Luc, sur le chat, là, j'ai cliqué sur un certain nombre de questions de confrères, dont celle sur la TVA. On reprendra ces questions à la fin. J'en ai repéré 4 hein, en cliquant sur le petit icône, ce qui permettra de les retrouver à la fin. Et là aussi, sur les missions économiques, vous pouvez poser toutes les questions. Nous avons prévu d'interrompre notre exposé vers 10h10, donc il nous restera 20 minutes pour toutes ces questions. Alors, les missions économiques, il faut les resituer historiquement. Nous sommes en 2024 et cette année, les CSE qui ont succédé au CE seront octogénaires. Pourquoi? Alors, Xavier a dit le guide est né en 2006 au 60e anniversaire. 2006, 60 ans, ça fait 1946. Oui, la loi qui a institué les CSE a été prise le 16 mai 1946, mais les premiers textes, la guerre mondiale n'était pas finie, datent du 19 décembre 1944. Les premières ordonnances qui ont créé en France une structure de représentation des salariés pour une autre gouvernance des entreprises après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale date de 1944 dans les textes d'urgence qui ont été pris effectivement après la libération de Paris et de la France alors que la guerre n'était pas terminée. Ce point est très important pour comprendre l'histoire de ces missions. À l'origine, dans le premier texte de 1944, et je le rappelle toujours, il était prévu que dans les entreprises, il y ait 2 commissaires aux comptes. Un commissaire aux comptes nommé par les propriétaires de l'entreprise, les actionnaires, les associés, et un deuxième commissaire aux comptes qui était nommé par les représentants du personnel élus démocratiquement par les salariés de l'entreprise. Donc il faut resituer cette histoire effectivement sur ces 2 commissaires aux comptes. Ce deuxième commissaire aux comptes, après des discussions dont on a retrouvé la trace et dont on résume, on fait une synthèse dans notre guide sur l'histoire, est devenu, en 1946, parce que le patronat ne voulait pas avoir 2 commissaires aux comptes, etc., est devenu l'expert comptable du CE, après les débats en 45 et 46. Alors, c'est important de le rappeler parce que le commissaire aux comptes qui va, dans sa mission d'intérêt public, certifier les comptes de l'entreprise, est rémunéré par l'entreprise. Et ce deuxième commissaire aux comptes, qui est devenu l'expert comptable du CE, du CSE aujourd'hui, est également payé par l'entreprise dans la majorité des cas. On verra qu'il y a quelques exceptions et quelques régressions à la suite des ordonnances Macron de 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018. Voilà, c'est important de resituer parce que si un jour vous avez une mission de ce type, il pourra y avoir un problème sur une éventuelle contestation des honoraires par l'employeur et vous pourrez rappeler ce contexte historique qui est rappelé dans notre guide. Alors ce guide qui a été... alors,
successivement mis à jour sous des formes diverses par le Conseil supérieur qui est devenu le Conseil national de l'ordre des experts comptables, effectivement, bon, existe depuis de très nombreuses années. Il y avait des recommandations dans les années 70, 80, etc. Bon, bref, aujourd'hui, toutes ces recommandations de notre institution ont été regroupées dans ce guide des missions de l'expert comptable auprès du CSE, prévu par la loi et le règlement. Ce guide, contrairement au guide sur l'environnement réglementaire des CSE qui concerne la comptabilité et la gestion financière des CSE, est gratuit. Bon, c'est une décision de l'ordre des experts comptables quant à sa politique de publication. Alors, vous pouvez donc le télécharger avec le lien que l'on vous a mis dans la diapositive, et puis vous recevrez à la fin de ce webinaire les diapositives, donc vous pourrez télécharger gratuitement ce guide. Donc c'est un outil qui est très important parce que, bien sûr, il est à l'usage des experts comptables qui vont pratiquer ces missions. Alors, dans les experts comptables qui pratiquent ces missions, il y a effectivement de grands cabinets qui se sont historiquement créés et développés sur ces missions. Bon, voilà, des confrères qui ont des cabinets très importants. Et puis, il y a aussi quelques dizaines d'experts comptables, de cabinets de petite ou de moyenne taille qui s'intéressent aussi à ces missions. Dès lors que l'on a un goût pour la pédagogie et le dialogue social, ces missions sont tout à fait passionnantes. Mais elles sont souvent complexes parce qu'effectivement, on va rentrer dans la gestion d'entreprise, dans ses enjeux, dans sa stratégie. Alors, ce guide, donc, va proposer effectivement une synthèse des jurisprudences. Il y a des centaines de jurisprudences qui, depuis 80 ans bientôt, vont marquer effectivement un cadrage jurisprudentiel de ces missions au-delà de ce que prévoit le Code du travail et les règlements pris en application de ce Code du travail. Alors, on considère, je le dis présentement, que ces jurisprudences qui ont été prises dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000 pour les CSE trouvent à s'appliquer pour les CSE. Alors, en effet, le dispositif qui avait été créé pour les CE, a été largement repris, on va le dire comme ça, pour la mise en place des CSE qui, comme vous le savez, en 2017 et à la suite de l'élection du nouveau président de la République, a amené à fusionner les 3 institutions représentatives des personnels des entreprises, les délégués du personnel, le CHSCT et le CE. Ces 3 institutions ont été fusionnées et sont devenues effectivement les CSE. Alors, dans ces missions, effectivement, alors Xavier, si tu peux remettre la diapo précédente, parce que c'est Xavier qui a la main, voilà. Dans ces missions, effectivement, parce qu'il y a un grand nombre de missions, on va le voir, il y a 3 missions récurrentes, et puis nous avons effectivement des missions spécifiques à l'occasion de diverses situations, de crise ou non, qui peuvent intéresser la vie économique des entreprises. Alors, pour bien comprendre l'architecture générale de ces missions, en ayant toujours à l'esprit ce que j'ai pu vous dire au départ sur l'histoire de ces missions, voilà, on va considérer qu'effectivement, on a 3 intervenants fondamentaux autour des dirigeants et des salariés de l'entreprise. Tout en bas du petit schéma qui est ici, on a la direction d'entreprise qui, avec son propre expert comptable interne ou externe, élabore les comptes de l'entreprise. Je crois que dans notre profession, il y a 40 000 diplômés d'experts comptables, il y en a un peu plus de 20 000 qui exercent comme nous en profession libérale indépendante, et il y en a 20 000 autres diplômés qui travaillent comme cadres ou cadres supérieurs dans les entreprises pour
participer à l'élaboration des comptes de ces entreprises. Ces comptes, élaborés par la direction de l'entreprise et l'expert comptable de l'entreprise, sont bien évidemment, dans la plupart des cas où il y a des CSE, pas forcément tous, mais dans la plupart des cas où il y a des CSE, on a parlé de 40 000 CSE. Alors attention, quand on parle de CSE aujourd'hui, le ministère du Travail, quand il publie les statistiques, il va vous parler de 90 000 CSE, parce que le même terme CSE a été repris pour les entités de 11 à 50, l'ancien délégué du personnel, finalement, c'est un CSE de moins de 50, mais les prérogatives d'émission légale de l'expert comptable prévues par la loi de règlement, présentement exposées, concernent les CSE de plus de 50. Dans ces 40 000 CSE de plus de 50, où le CSE peut faire appel à un expert comptable pour analyser les comptes de l'entreprise ou avoir des éléments autour du dialogue social et de la stratégie, on va le voir. Ces comptes sont contrôlés par un commissaire aux comptes. Et c'est d'ailleurs pour cela que, et cela vient de l'origine de 1944, le CSE aujourd'hui, a un droit de récusation du commissaire aux comptes et peut convoquer le commissaire aux comptes qui est libéré du secret professionnel pour répondre aux questions du CSE en regard de l'émission de ces rapports, rapports sur les comptes ou rapports spéciaux, qui sont normalement, ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mis à disposition des représentants du personnel dans la BDESE, la base de données économiques, sociales et environnementales, impact de la loi du 24 août 2021. Donc ces comptes soumis au contrôle du commissaire aux comptes sont présentés au CSE qui a le droit, alors ce n'est pas une obligation, qui a le droit, s'il le souhaite, de nommer un expert comptable, expert du CSE, c'est le schéma de droite, et qui va conduire une mission dans un cadre légal pour effectivement éclairer le dialogue social au sein de l'entreprise. Alors, si tu peux, Xavier, mettre la diapo suivante. Voilà, c'est Xavier qui a la main sur la suite des diapos. Alors, les grandes particularités de ces missions, c'est une prise en charge, dans la plupart des cas, des honoraires de l'expert comptable par l'entreprise. On a effectivement quelques cas où il y a un cofinancement, mais dans la généralité des cas, et c'était la situation dès l'origine des CE, puisqu'antérieurement au CSE, on parlait de missions sur les comptes annuels, les comptes prévisionnels. Bon, tout ça a été modifié, transformé avec les lois Rebsamen de 2015 et les lois Macron, mais la spécificité, c'est qu'on est dans une situation très particulière où le client de l'expert comptable est le CSE. La bonne pratique, c'est que l'expert comptable, dans sa phase de prise de connaissance, va rencontrer les élus du CSE, élaborer avec eux les points clés d'une lettre de mission qui comportera des focus spécifiques pour effectivement l'étude des comptes et des données financières de l'entreprise. L'expert comptable va faire une lettre de mission qui sera signée par le représentant du CSE, le secrétaire du CSE, après qu'il y ait eu une délibération votée en séance plénière, l'employeur ne prenant pas part au vote. Les élus votent, il y a 12 élus. S'il y a effectivement 8 pour, 3 contre, une abstention, la majorité l'emporte et la mission est votée. Alors, pour réaliser ces missions, dans la loi, et ça c'est depuis la loi Rebsamen, il y a des délais contraignants que l'on expose en détail dans notre guide. Alors, dans la pratique, effectivement, ces délais sont, on n'est pas là pour exposer en détail les missions, mais ne sont pas respectés par les employeurs, ce qui modifie de fait les délais de réalisation des missions. Parce que lorsque l'expert comptable est nommé, il a un délai de 3 jours pour demander des documents et l'employeur a 5 jours pour répondre. Dans la pratique,
quasiment dans tous les cas, les employeurs ne répondent pas en 5 jours et on trouve effectivement un motus vivendi pour un délai raisonnable de réalisation au-delà des délais contraints trop rigoureux prévus par le Code du travail. Voilà. Mais dans la pratique, on trouve un bon accord. Alors, ce qui est important, je n'avais pas fini, Xavier, sur la diapo précédente, ce qui est important, c'est que l'expert comptable du CSE va demander des documents pour faire sa mission et depuis la loi du 28 octobre 1982, quatrième loi en route qui a renforcé les droits du CE, il a accès à tous les documents de l'entreprise, comme le commissaire aux comptes. L'expert comptable est bien sûr tenu à un devoir de discrétion et de secret professionnel, devoir de discrétion auquel les élus sont par ailleurs également tenus. Alors, quel est le panorama de ces missions? Voilà. Dans cette petite diapo, nous avons synthétisé les 3 missions récurrentes, celles qui sont en rouge. C'est-à-dire chaque année, l'employeur doit organiser 3 informations consultations. Une sur la situation économique et financière, CEF, une sur les orientations stratégiques et une sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Alors, on vous a mis la référence des articles de loi du Code du travail qui encadrent ces missions. Donc, à l'occasion de chacune de ces informations-consultations, dans un calendrier qu'il conviendra à l'idéal de définir dans le dialogue social avec l'employeur sur le déroulement d'une année, le CSE peut, s'il le souhaite, nommer un expert comptable. Alors, nous n'avons pas, sur les 40 000 CSE, objet de l'exposé de Xavier, de statistiques précises. On estime qu'il y a, bon an, mal an, environ 20% des CSE, 8000 missions qui, dans les entreprises, ont lieu dans ce cadre légal de cette mission de l'expert comptable. Alors, dans le panorama de ces missions, effectivement, vous avez, à côté des 3 grandes lignes rouges, qui sont les 3 informations consultation obligatoires, d'autres missions prévues par la loi ou le règlement, celles sur l'examen du rapport annuel et sur la participation. Bon, dans la plupart des entreprises ou des entités fiscalisées, l'employeur doit mettre en place la participation des salariés, qui vient d'être modifiée d'ailleurs, et il y a des progrès, il faut les signaler, par la récente loi travail sur le partage de la valeur, la loi sur le partage de la valeur, pardon. Donc chaque année, l'employeur présente un rapport. Et à l'occasion de ce rapport, et la Cour de cassation a confirmé d'ailleurs en 2023, parce qu'il y avait un oubli de renvoi dans les textes, que cette mission particulière de l'expert comptable sur la participation était également financée par l'employeur. Le CSE peut aussi se faire assister par un expert comptable lorsqu'il y a une commission économique, ça c'est des entreprises de plus de 1000 salariés. Lorsque les entreprises sont des filiales d'un groupe, au niveau du comité de groupe, il y a la possibilité de nommer là aussi un expert comptable qui va analyser et expertiser les données financières du groupe, entre autres les comptes consolidés. Et puis, quand il y a dans des groupes constitués sur l'espace européen, la possibilité également d'une mission au comité d'entreprise européen. Voilà, donc ça, c'est les assistances qui peuvent être récurrentes. Et puis la flèche du bas montre les assistances ponctuelles possibles lorsqu'il y a des situations de crise, le droit d'alerte prévu, alors il est né en 1984, c'est le droit d'alerte économique, le commissaire aux comptes peut déclencher l'alerte, le CSE aussi, lorsqu'il a connaissance de faits de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, ce n'est pas la continuité d'exploitation comme le commissaire aux comptes. Lorsqu'il y a des accords de maintien d'emploi, l'expert comptable peut avoir des missions pour les organisations syndicales. Lorsqu'il y a des offres publiques de rachat, lorsqu'il y a des concentrations d'entreprises, lorsqu'il y a des licenciements économiques de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours. Voilà autant d'autres cas de missions ponctuelles
pour lesquels le CSE peut faire appel à un expert comptable. Alors, ces missions ne sont pas toutes, par exemple, le droit d'alerte n'est pas à 100% comme il l'était avant. C'est pour ça que j'ai parlé de petite régression avec les lois Macron. Le droit d'alerte sera financé effectivement à 80% par l'employeur et à 20% pour le CSE, sous réserve effectivement que le CSE dispose de fonds sur son budget AEP. C'est un point sur lequel on pourra revenir et qu'il n'ait pas transféré son excédent AEP sur les ASC. Bon, c'est un point technique sur l'affectation des résultats dans les CSE qui a fait l'objet de l'exposé précédent de Xavier. Voilà pour le panorama synthétique de ces missions qui, dans un guide de près de 200 pages, sont résumées et présentées avec effectivement les jurisprudences essentielles qui concernent ces missions. Alors, la diapo suivante, bon, vous présente effectivement le contenu des 3 missions principales récurrentes. Alors, le petit cadre du milieu, c'est la situation économique et financière. Alors, cette mission, bon, qui a été donc refondue par la loi Rebsamen de 2015, comprend ce qu'on appelait antérieurement la mission sur les comptes annuels et les comptes prévisionnels. Dès lors que l'entreprise a plus de 18 millions de chiffre d'affaires ou 120 salariés, elle doit présenter 200 salariés, pardon, je fais une erreur, elle doit présenter des comptes prévisionnels au CSE et la mission sur la situation économique et financière va analyser en fait les données comptables et financières, le résultat, le partage de la valeur ajoutée, son évolution, voilà, toutes les données économiques. Et on va répondre dans cette mission à des questions spécifiques que nous pose le CE sur effectivement la compréhension des comptes, le CSE ayant des points de focus et d'études. Cette mission dans le cadre du milieu, là, elle est à 100% prise en charge par l'employeur. C'est la mission principale, je dirais. Quand les élus veulent s'intéresser aux comptes de leur entreprise, et on remonte à la proposition de 1944, les comptes des entreprises, c'est une affaire de société. Tout le monde doit s'intéresser effectivement à la réalité des résultats de l'entreprise, les perspectives de l'entreprise. Pour les salariés, c'est l'emploi, c'est leur avenir, c'est leur rémunération. Alors, une deuxième mission à droite, la politique sociale, est également une mission où là, il y a une prise en charge par l'employeur en totalité. Cette mission va porter effectivement sur l'emploi, les qualifications, l'égalité homme-femme, la formation des salariés, voilà, les congés, l'aménagement du temps de travail. Donc, c'est toutes ces données finalement qui sont alors intégrées à la BDESE, qui sont l'objet du bilan social, rapport Sudreau 1977 dans les entreprises de plus de 300 salariés, ou bien au rapport social unique dans les entreprises plus petites. Là, on va analyser toutes ces données sociales. Et à gauche de l'écran, vous avez la mission sur les orientations stratégiques. Elle est née en 2013 avec la loi de sécurisation de l'emploi. Il y a eu d'abord un accord national interprofessionnel en janvier 2013, puis une loi en juin 2013 qui a créé cette mission en disant mais finalement, il faut que les élus, dans un bon dialogue social, ne s'intéressent pas seulement aux comptes et aux résultats du passé, il faut qu'ils aient une vision dans un dialogue serein avec leur employeur sur la stratégie de l'entreprise, la préparation de l'avenir, les enjeux de demain. Et cette mission, donc, c'est un petit peu, bon, on n'est pas dans une logique comme celle que connaissent nos voisins allemands et qui, dans certaines entreprises, vous dites, c'est une cogestion des entreprises. Les représentants des salariés votent sur les décisions essentielles économiques, investir, pas investir, etc. Mais c'est un peu les prémices, effectivement, sur une volonté du législateur d'orienter le dialogue social sur un focus de 6 années, 3 années passées, 3 années à venir, et qui va permettre aux élus d'avoir effectivement une compréhension
des points clés et de la stratégie de leur entreprise. Alors, il faut rajouter que dans ces 3 missions, la loi de 2021, d'août 2021 sur l'environnement a intégré la compétence du CSE sur les données environnementales. C'est pour ça que la BDES, base de données économiques et sociales, créée par la loi Rebsamen, la loi de 2013, pardon, est devenue la BDESE, car la question environnementale est une question, effectivement, qui aujourd'hui concerne, on va dire, l'avenir de l'humanité et doit intégrer le dialogue social au sein des entreprises. Et dans la pratique, pour ceux qui ont l'exemple de missions réalisées, on voit qu'effectivement un dialogue s'instaure sur la traçabilité carbone de l'activité économique de l'entreprise, si c'est une entreprise industrielle. Voilà. Là, j'ai eu l'occasion de travailler sur une entreprise qui a des fours au charbon, voilà, pour fabriquer des produits d'isolation. Bon, voilà. Il y a un grand débat dans l'entreprise sur l'électrification de ces fours, les contraintes liées à cette électrification, un dialogue avec les ingénieurs, les pouvoirs publics, EDF, parce que le courant, les lignes haute tension n'arrivent pas dans l'entreprise. Vous voyez, c'est une préparation de l'avenir. Et les élus sont extrêmement soucieux de cette orientation, parce qu'ils savent effectivement que si les bons investissements ne sont pas faits, les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain, l'entreprise n'aura pas les moyens de respecter et de résister aux contraintes économiques de concurrence et aux contraintes environnementales. Alors cette mission orientation stratégique, dès le départ, elle a été effectivement en 2013 définie comme étant financée à 80% par l'employeur et à 20% par le CSE sur son budget dit AEP, activité économique et professionnelle, le 0,2 ou le 0,22 que Xavier nous exposait précédemment. Alors, sur ce budget, il est possible d'avoir des accords. Moi, je connais des entreprises dans la pratique où la stratégie d'une entreprise, c'est un souci permanent des dirigeants d'entreprise, ça rentre dans le dialogue social. Mais certaines entreprises, il y a des accords où il a été convenu que le CSE pourrait nommer un expert comptable sur les orientations stratégiques une fois tous les 3 ans, par exemple. Et compte tenu de cet accord avec l'employeur, il a été convenu que dans ce cas, la mission serait là aussi prise en charge à 100% par l'employeur dans le cadre, effectivement, du financement des missions d'experts comptables. Voilà pour l'exposé des 3 missions principales. Alors, Xavier, si tu peux mettre la diapo suivante. Nous avons, en plus de ce guide auquel ont contribué des consoeurs et confrères qui ont l'expérience de ces missions, réalisé une charte des bonnes pratiques. Voilà. Alors, cette charte, elle est importante. Lorsque la première fois que vous réalisez une mission dans un CSE, l'employeur ne connaît pas forcément toutes les contingences de ces missions. Il est important de communiquer auprès de l'employeur et des élus cette charte des bonnes pratiques qui expose effectivement la philosophie centrale de ces missions, contribuer à faire progresser le dialogue social, avec le concours d'un expert comptable dont la devise centrale est SIC, science, indépendance et conscience. Donc, l'expert comptable n'est pas là pour être un syndicaliste parmi les autres, n'est pas là pour... non, il est indépendant. C'est pour ça qu'il ne peut, bien évidemment, vous avez vu le schéma triangulaire du départ, il ne peut pas être l'expert comptable de l'entreprise, on ne peut pas être jugé parti, ni le commissaire aux comptes, bien évidemment. Il doit être indépendant et il va montrer par son expertise technique au service des représentants des salariés des analyses, des approfondissements des données comptables qui vont permettre effectivement de faire
le dialogue social dans l'entreprise. Alors, la diapo suivante vous présente effectivement le lien. Au sein du groupe de travail, nous avons mis en place une lettre de mission d'assistance au CSE. C'est la lettre de mission, c'est la mission principale. Hein. Mais peut-être que dans les travaux futurs, on pourrait en faire d'autres aussi, hein, sur la mission sur la situation économique et financière, voilà, qui reprend effectivement l'ensemble du dispositif légal et qui expose les contraintes de l'expert comptable sur le respect du RGPD, bien sûr, hein, voilà, et le cadre effectivement du statut de l'expert comptable par rapport aux données informatiques, aux données nominatives dont il pourrait disposer à l'occasion de ces documents. Alors, cette mission, Xavier nous a précisé tout à l'heure que la mission au service des CSE sur le données comptable était dans les missions d'assurance sur les comptes historiques et était une mission de présentation, NP 2300, alors que là, on est sur une mission sans assurance prévue par la loi et le règlement. Donc, on est dans le cadre, vous voyez, dans le schéma général des missions, dans une mission particulière prévue par la loi. Dans le droit social français, hein, il y a peu de cas où l'expert comptable, où le recours à l'expert comptable est obligatoire. Il y a ces missions prévues par le Code du travail, la mission de présentation sur les comptes des CSE, et puis quelques autres missions sur les comptes de campagne des candidats aux élections politiques, les comptes des parlementaires, etc. Bref, voilà. Mais on est dans un cadre dit de mission légale de l'expert comptable parce que ceux-ci sont prévus par la loi. Voilà, donc ces missions particulières sans assurance, effectivement, voilà, on n'est pas là pour donner une opinion sur les comptes, puisque sur ces comptes, il y a soit un commissaire aux comptes qui a donné son opinion par son rapport, hein, il a certifié ou il a fait des réserves sur ses comptes. S'il n'y a pas de commissaire aux comptes, il y a un expert comptable qui a attesté les comptes dans une mission de présentation ou une mission d'examen pour l'entreprise. Donc cette mission est une mission effectivement qui répond à ce cadre et dans laquelle l'expert comptable doit évidemment appliquer les normes chapeaux hein, qui sont présentées dans le cadre de référence précédent, c'est-à-dire la norme relative aux règles de lutte contre le blanchiment et également celle sur la qualité des missions. Voilà, je crois qu'à 2 minutes près, je suis dans le timing de ce que nous avions prévu. Voilà. C'est parfait, Gérard. Voilà, et je vais laisser notre président Semama conclure effectivement ce petit exposé au service de la profession. Merci Gérard, merci Xavier de vos exposés qui illustrent bien votre expérience. Je voudrais juste, avant de prendre les questions que vous avez posées, signe d'intérêt pour vous, insister sur quelques petits points que j'ai notés en écoutant Xavier Dupuis et Gérard Lejeune. Je voudrais juste ajouter que ces missions sont des missions particulières, à haute valeur ajoutée, et qu'elles peuvent aussi être une source d'attractivité pour le recrutement de collaborateurs. À une période où on a quelques difficultés dans les recrutements, ces missions présentent des atouts, car il ne s'agit pas de missions classiques, comme vous avez pu le constater, et ceux qui nous écoutent et qui les pratiquent le savent bien. Lorsque, tout à l'heure, Gérard Lejeune a parlé de l'évolution des missions avec les lois Rebsamen de 2015, lorsqu'il a parlé de la mission sur les situations économiques et financières, c'est une mission qui est succédée à celle d'examen des comptes annuels. C'est une mission qui n'est pas une mission, je dirais, comptable de base, avec le commentaire
de la comptabilité, du grand livre, ce n'est pas ça du tout. Gérard l'a bien expliqué, et je veux dire que pour nos collaborateurs, établir un diagnostic sur une situation économique et financière d'une entreprise, qui n'est pas une TPE généralement, mais plutôt une PME, voire une ETI, voire une grande entreprise, ça veut dire qu'il faut s'intéresser, non pas au compte en tant que tel, mais à l'activité de l'entreprise, au secteur économique, à sa stratégie, à son avenir, à son devenir. Et nous permettons, grâce à nos émissions d'expertise, à ce que la mission de l'élu du CSE prenne plus de relief, plus de richesse. Certains dans notre pays voient les syndicats comme des éléments de contestation. Ils n'ont pas tort. C'est souvent à partir de contestations que les choses, qu'il y ait des négociations pour faire évoluer les choses. Mais le rôle de l'élu dans le CSE, il faut bien comprendre que l'élu, c'est quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui a une fonction, ça peut être un commercial, un magasinier, ça peut être un téléopérateur, bref, il y a une fonction comme d'autres dans l'entreprise. Et il n'est pas forcément titulaire d'une maîtrise de droit du travail, ni de management. Donc nous, par nos missions, nous enrichissons son rôle pour en faire un acteur vraiment du dialogue dans l'entreprise. Je crois qu'il faut prendre conscience, pour ceux qui ne le sauraient pas, que ces missions sont des missions, Gérard disait que c'est des missions, je le cite, des missions passionnantes et complexes, sont ces termes, et je crois qu'elles sont effectivement passionnantes et complexes. Il a tout à fait raison, et que nous pouvons, par nos missions, enrichir l'entreprise, faire en sorte que ça fonctionne mieux dans l'entreprise, mais ça veut dire aussi que nous avons, dans nos cabinets, besoin d'avoir des collaborateurs adéquats. Un collaborateur qui fait des déclarations de TVA, qui fait des travail social, il fait des fiches de paye, par exemple, n'est pas forcément adéquate pour des missions d'accompagnement, les missions économiques dont vient de parler Gérard Lejeune. Et même pour les missions comptables, dont parlait Xavier avant Gérard, je voudrais dire que les missions même de suivi comptable du CSE dépassent largement les missions de suivi comptable pour une TPE. Je m'explique. Dans une TPE, le dirigeant d'entreprise, c'est un manager, c'est quelqu'un qui est impliqué. Et d'ailleurs, comme Xavier a bien cité sur la notion de relation, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est pas B2B ou B2C. Enfin, est-ce qu'on a affaire à un professionnel ou pas? Le CSE n'est pas un professionnel. Ça veut dire que nous allons l'aider à comprendre les comptes de l'entreprise ou ses comptes à lui. Et nous avons besoin, nous, de bien connaître la législation, bien entendu, de favoriser l'approche pour le dialogue dans l'entreprise, parce que lorsque, tout à l'heure, Xavier a parlé des taux que formait le budget des activités sociales, des activités de fonctionnement du CSE. Il a parlé des 0,20 et 0,22. Et l'entreprise, il y a des CSE qui nous demandent de contrôler le calcul du budget. Et il peut y avoir des erreurs, bien sûr involontaires, mais il peut y avoir des erreurs. Donc la solution, c'est est-ce qu'il faut faire une grève ou est-ce qu'il faut aller expliquer les choses? Nous avons un rôle extrêmement important dans la conduite de la relation entre l'élu et son employeur. Et je peux vous dire d'expérience que bien des employeurs qui, au départ, ne sont pas contents quand le CSE fait appel à l'expert comptable, notamment pour les missions économiques, parce qu'il dit ça va encore me prendre du temps, c'est encore des dépenses, peu à peu sont ravis de voir que l'expert comptable qui fait bien son job va permettre aux élus de mieux comprendre l'entreprise, d'avoir des revendications d'un meilleur niveau. Et on ne va pas s'intéresser au garage à vélo uniquement, mais à des problèmes, à des enjeux, à des investissements, à des orientations stratégiques.
Donc, nous contribuons à cela, et c'est en cela, à mon avis, que ces missions sont effectivement, comme disait Gérard Lejeune tout à l'heure, passionnantes et complexes. Donc, je ne voudrais pas prendre trop de temps par rapport à ça, mais rappelez quand même que pour les missions économiques, il faut que les collaborateurs s'intéressent à l'économie générale, à l'économie d'entreprise, aux états d'activité, aux droits du travail, aux conditions de travail, parce que nous avons dans nos missions un peu tout ça. Voilà. Il y a des projets importants qui vont nécessiter des conséquences au niveau des conditions de travail, vont amener la santé au travail. Alors, l'expert comptable n'est pas forcément un ergonome ou un sociologue ou un psychologue, mais ce que je peux vous dire, c'est que le champ de développement des missions, surtout maintenant que on a remplacé les CHSCT par les CSE qui ont des missions, qui sont confrontés aux conditions de travail, dans nos missions, nous pouvons avoir un champ, un éventail important d'intervention. Et je connais beaucoup de cabinets qui assurent des missions économiques, qui sont dotés dans leurs équipes de juristes en droit social, de sociologues pour les missions liées aux conditions de travail, qui ont eu des agréments spécifiques, qui font de la formation, parce qu'il y a un transfert de savoir. Et puis on a une chose intéressante, et c'est bien dans le rapport entre nous, experts comptables, et nos collaborateurs, que cette charte des bonnes pratiques que l'on a mise en place. Voilà. Nous ne sommes pas les syndicalistes, nous ne sommes pas les membres du CE, nous ne sommes pas les élus, nous sommes des conseils. L'expert comptable a un rôle de conseil, là, vraiment pleinement. Et même dans la mission, je dirais, qui est la mission de suivi des comptes, l'établissement du rapport de gestion, par exemple, c'est un outil de communication extrêmement intéressant, et bien souvent, les experts comptables le font parce que les élus ne savent pas forcément le faire. Donc, il y a tout un travail que nous pouvons assurer, et je vois qu'au fur et à mesure du temps, nos missions évoluent. Elles évoluent parce que les élus comprennent mieux les choses. L'élu qui s'appelle pour la première fois un expert comptable, quelquefois, il a un manque de connaissances. Et il a peur de nommer l'expert, il ne comprend pas bien. On n'est pas dans leur environnement. Ce ne sont pas des professionnels, les élus. Ce n'est pas un patron d'entreprise qui a l'habitude d'avoir des conseils. L'élu, quand il fait appel à un expert comptable, il est dans ses petits souliers. Il a peur que ça lui bouffe tout son budget. Il ne sait pas comment dialoguer. Bref, il y a tout un parcours, je dirais, initiatique. Et idem pour les missions économiques. Lorsque l'élu le fait depuis plusieurs années, le niveau d'exigence par rapport à l'expert comptable est différent. Juste pour donner un exemple, nous on a une mission pour un groupe pharmaceutique, et au niveau du CSE, il y a beaucoup de visiteurs médicaux. Eux, ce qui les intéressait, c'était uniquement l'étude comparative, concurrentielle, au niveau des prix, des pénétrations, enfin, des ventes des produits entre eux et leurs concurrents. Pas tellement l'aspect des comptes. Mais on avait compris qu'il fallait qu'on aille vraiment sur ce terrain-là et qu'on donne quand même les éléments liés aux comptes, à la stratégie d'entreprise, et peu à peu, au début ils ne comprenaient pas trop, et peu à peu ils sont intéressés, ils ont compris. Et ils nous ont rendu notre mission plus complexe, plus exigeante, mais plus adéquate avec leurs besoins. Voilà. Donc nous, on doit être un peu comme la pâte à modeler. On doit avoir la connaissance, la capacité de nous adapter et de dialoguer et de répondre aux demandes. Voilà. Et je veux dire que chaque CSE est aussi différent. Il y a un CSE dans l'entreprise d'activité traditionnelle, industrielle, ou une qui est dans la high-tech. On n'aura pas les mêmes personnes. On n'aura pas les mêmes intelligences, entre guillemets, les mêmes réactivités. Et nous devons être, justement, si on veut durer, parce qu'on a beaucoup de missions qui sont ponctuelles, je parle des missions économiques, où on est nommé sur une mission, ou deux ou trois missions. Gérard a exposé les trois missions principales, mais on n'est pas renouvelé automatiquement. C'est des missions ponctuelles. Donc le CSE, qui est traversé aussi par des courants syndicaux pluriels, peut avoir envie de... C'est pas parce qu'on est mauvais d'ailleurs qu'on va pas être renouvelé. Quelquefois, il y a une autre force syndicale qui veut prendre un autre expert et on sort. Mais il y a aussi des cas où, malgré les changements syndicaux,
ou de majorité, il y a des élus qui trouvent que l'expérience de l'expert comptable est telle que finalement, c'est dommage de s'en passer. Juste pour exemple, une mission que nous assurons, nous, enfin, mais d'autres peuvent le faire aussi, enfin, je suis sûr que l'expérience de Gérard peut être comparable. On a une mission dans un grand groupe français, coté, où nous sommes en place depuis plus de 20 ans. Voilà. Et pourtant, il y a eu des élections, des évolutions syndicales, etc. Certains ont souhaité à des moments changer de cabinet, bien entendu, ça fait partie normale. Mais certains se sont dit aussi que l'expérience que l'on avait de ce groupe et du métier et de la concurrence, est telle qu'ils perdraient peut-être en première année ou deuxième année avec un nouvel expert qui arriverait. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on doit être, nous, adaptables à tout ça. Et c'est des missions, je confirme, qui sont, de mon point de vue, passionnantes et complexes. Et mais il faut mettre les moyens pour bien les assurer, en termes de compétences, de formation de nos collaborateurs, etc. J'ai pris beaucoup de temps, mais je vois maintenant qu'il est 10h20, il nous reste encore 9 minutes et 6 secondes apparemment. Donc, on va peut-être passer aux questions, si vous voulez bien. Il y en a beaucoup. Alors, je vois même, et là franchement, je trouve ça magnifique, il y a même un de vous qui a demandé s'il pouvait y avoir un replay. Vous vous rendez compte, maintenant, on va faire des séries, et on va se faire épisode 1, série 2. Ouais. Donc, le replay, je ne sais pas s'il est possible, honnêtement, la question est posée, mais on vous répondra peut-être après, mais là, je n'ai pas l'information. Si je prends dans l'ordre des questions qui ont été posées, et on va bien essayer de trouver des réponses à vos questions. Après celle qu'on a déjà répondu en cours de réunion sur les aspects TVA, celle qui suit, oui, bon, le support, on l'a répondu, il vous sera adressé après le webinaire. Il y a le modèle d'annexe. En fait, Jean-Luc, j'ai isolé tout en haut, tu peux cliquer sur le petit drapeau questions, là, je les ai isolés. La question suivante, c'est où trouve-t-on un modèle d'annexe sur les CSE? Oui, très bien. Je réponds. Alors, on n'a pas fait de modèle d'annexe spécifique sur les CSE, mais dans le dossier de travail, vous avez résumé sur une feuille toutes les spécificités, toutes les informations obligatoires à mettre dans l'annexe du CSE, que ce soit le tableau des fonds propres qui doit présenter les réserves entre les deux sections, il y a le tableau des ressources, il y a les informations relatives à la répartition des charges communes, les clés de répartition, enfin voilà, un certain nombre de choses, les transactions significatives. Donc tout ça, c'est recensé dans la feuille annexe du dossier de travail pour vous assurer que ces informations obligatoires spécifiques au CSE sont bien intégrées. Après, le reste, c'est un modèle d'annexe d'une structure du secteur non marchand. Voilà, on va aller prendre le même modèle, il n'y a pas d'autres spécificités. Très bien. Ça, c'était la première question. Celle d'après, c'est un peu dans le même domaine. Confirmation que la mission de présentation des comptes est tacitement renouvelable. Alors, non. La mission, qu'elle soit tacitement renouvelable, oui, à partir du moment où vous mettez dans votre lettre de mission que la mission sera renouvelable de manière tacite, etc. Ce n'est pas ça ce qui est important dans le fait que le CSE est un non-commerçant. On peut faire une mission tacitement renouvelable, mais pour que la tacite reconduction soit opposable au client jusqu'à l'année suivante, il faut que vous ayez fait une lettre 3 mois avant la fin, le renouvellement, pour le prévenir. Voilà. Donc, si vous n'avez pas fait cette lettre, qu'est-ce que ça implique, ce que j'expliquais tout à l'heure? Ça implique que le client, il n'a pas l'obligation de terminer l'exercice, mais il peut, alors sous condition de vous payer ce qui a été fait, que les travaux réalisés soient payés, mais il peut mettre fin à la mission à tout moment. Voilà. Mais sinon, dans tous les cas, vous pouvez tout à fait, effectivement, dire que la mission est renouvelable. Et je vous le disais, moi, dans la pratique, et je pense que mes autres confrères font pareil, sur les CSE, j'envoie jamais un courrier, je ne vais pas envoyer tous les ans un courrier à tous mes clients pour leur dire attention, vous pouvez mettre fin à la mission dans les 3 mois, etc., etc.
Donc, voilà, l'émission, elle se renouvelle. Et si vraiment il y a un CSE à un moment donné qui veut partir, je vous le disais tout à l'heure, en général, on finit de toute façon l'exercice en cours. Mais sinon, voilà, on ne pourra pas s'opposer à lui, on ne pourra pas aller contester ou demander des indemnités s'il veut mettre fin à la mission en cours d'année. Très bien. Merci, Xavier. La question d'après, c'est à partir de quel moment ou seuil l'entreprise doit-elle financer le CSE et y a-t-il une obligation de financer? Alors, à partir de quel moment? À partir du moment où il y a un CSE. Alors attention, à partir du moment où il y a un CSE, comme le précisait Gérard, aujourd'hui, le CSE, il englobe deux typologies, c'est-à-dire qu'il y a les CSE pour les entreprises de plus de 11 salariés, mais de moins de 50. Et dans ce cas-là, le CSE n'a pas la personnalité morale et n'a pas toutes les obligations qu'on a évoquées, toutes les possibilités d'avoir un budget, etc. Et puis, il y a les CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et là, les CSE ont la personnalité morale, mais tout ça, encore une fois, est bien expliqué dans le guide. Et à partir de ce moment-là, l'employeur a l'obligation de le financer. Le taux sur le fonctionnement, je vous le disais, il est défini par le Code du travail. Donc, c'est 0,2. Si on est juste au-dessus de 50, ça va être 0,2. Donc, l'employeur a l'obligation. Et pour les activités sociales, après, ça va dépendre de qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui est négocié, est-ce qu'il y a un accord, est-ce qu'il y a un usage, et voilà. Après, ça va être la plupart du temps de la négociation. Mais l'obligation de financer, elle existe à partir du moment où le CSE de plus de 50 est mis en place. Merci Xavier. La question suivante, c'est quelles sont les obligations du CSE en cas de changement de responsable de site? Alors là, c'est plutôt sur la vie économique de l'entreprise. Hein. Le CSE doit être consulté dès lors qu'il y a des modifications juridiques ou organisationnelles dans la vie de l'entreprise. Donc l'employeur est tenu à ces consultations. Alors ça peut être effectivement des changements de direction, ça peut être des changements dans les statuts de l'entreprise, hein, parce que si le CSE n'est pas consulté, il peut considérer qu'il y a une entrave à son fonctionnement et cela constitue effectivement une infraction pénale. Voilà. Alors, pour compléter ce que disait Xavier sur effectivement le financement des CSE, hein, dans le CSE, on distingue pour les activités sociales et culturelles les trois catégories de taux finalement. Il y a des conventions collectives où il y a un taux conventionnel, hein, c'est-à-dire que les entreprises de la branche doivent appliquer pour les ASC un taux de 0,2%. Je crois avoir à l'esprit la blanchisserie industrielle ou d'autres secteurs, etc. Mais après, les autres entreprises, il n'y a pas d'obligation de taux. Le taux, il est lié aux dépenses antérieures de l'employeur, finalement, avant la création du CSE. N'est-ce pas, Xavier? Oui. Absolument, absolument. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il ne nous reste plus que 2 minutes pour répondre aux dernières questions. Voilà. Merci beaucoup pour cela. La question suivante concernait le replay. Donc, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des replays pour toutes les matinales, mais on va le regarder. Dernière question, c'est existe-t-il au sein de l'ordre une sorte de bourse de compétences pour se faire assister? Alors, il n'y a pas de bourse de compétences, mais on répond régulièrement. Par contre, il y a des questions qui peuvent être posées sur des points, s'il y a des questions spécifiques à la commission. Et dans ce cas-là, les questions nous sont transmises, aux membres de la commission qui répondent. Absolument. Ça, je sais. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas eu, mais il y a ce moyen-là. Mais il existe aussi des cas, moi j'en ai vu, de confrères qui ont une émission où ils n'étaient pas très à l'aise et où ils ont demandé à quelqu'un qui est expérimenté de l'aider. Ils ont mené la mission à deux. Bon, c'est des choses qui peuvent se faire. Oui, voilà, mais ça, c'est plus une mission conjointe qui serait faite avec un autre expert. C'est pas directement une bourse. Ouais, il nous reste une petite minute. Pour la tenue de la comptabilité du CSE, est-ce que vous utilisez votre propre outil comptable ou celui du CSE? Xavier. Alors, moi, j'ai tendance à privilégier la deuxième solution parce que je préfère toujours que tout soit dans la comptabilité du CSE. Surtout qu'il faut savoir que les CSE ont la particularité d'avoir des outils qui sont à la fois des outils de gestion et comptables en général. Enfin, les CSE d'une certaine taille. Donc, c'est vraiment des outils très spécifiques
qui permettent de gérer justement tous leurs salariés, toutes les activités et à la fois avoir une partie comptable. Alors, c'est vrai que suivant les outils, ils sont plus ou moins performants au niveau comptable. Mais moi, pour ma part, j'ai tendance à privilégier le fait que ce soit dans la comptabilité du CSE. Ça évite d'avoir deux comptabilités, des ressaisies de balance, des erreurs de balance. On se rend compte que les dernières OD n'ont pas été passées. Enfin voilà, ce genre de choses. Merci Xavier. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à vous documenter. La doc est à vos dispositions. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir à tous.